Le 26 janvier 1935, à 4h30, les rues de Kingsbury Run étaient envahies par le son des sirènes des services d'urgence qui se précipitaient sur la dernière découverte macabre. Ce qu'ils trouveraient allumerait même les détectives les plus endurcis de l'époque. Un torse, partiellement enterré dans la neige, serait bientôt identifié comme le 13e victime d'un tueur en série qui allait devenir connu sous le nom du Cleveland Torso Murderer. La victime, un homme dans la trentaine, avait été atrocement démembré et laissé pour pourrir dans le froid hiver de l'Ohio. Son visage avait été haché, et ses parties du corps étaient éparpillées comme des déchets jetés à la poubelle. La scène était tout droit sortie d'un film d'horreur, avec les lumières crues de la voiture de police éclairant le tableau macabre. La neige autour du corps était tachée de sang, et l'air était lourd de l'odeur de la mort et de la décomposition. Les photographes de police prenaient des photos de la scène du crime, documentant chaque détail, de la position du corps à l'emplacement exact des membres manquants. Les vêtements de la victime étaient déchirés et déchiquetés, suggérant une lutte violente avant sa mort. Lorsque l'équipe de forensique commença à traiter la scène, ils collectèrent soigneusement des preuves, y compris un morceau de tissu coincé dans un grillage voisin. La victime était un petit homme maigre avec un visage creusé et des yeux enfoncés. Il avait été mort depuis plusieurs jours, et son corps commençait à se décomposer, mais le coroner noterait plus tard qu'il avait été tué ailleurs avant d'être amené sur la scène. Le tueur avait été soigneux pour éliminer la tête et les membres de la victime, laissant derrière lui seulement un torse. Les vêtements de l'homme étaient typiques de ceux portés par les hommes sans-abri qui fréquentaient la région, et il était clair qu'il avait été une victime de circonstance. Lorsque les policiers commencèrent à interroger les locaux, ils entendraient des rumeurs d'un fou qui errait dans les rues la nuit, prêtant aux plus vulnérables de la ville. Les témoins décrivaient avoir entendu des bruits étranges venant de la région vers minuit, mais personne n'avait vu quoi que ce soit d'ordinaire jusqu'à ce que les sirènes de police les réveillent. Certains rapportaient avoir entendu un homme hurler ou pleurer, mais personne n'avait avancé une description claire du tueur. D'autres parlaient d'avoir vu une figure portant un long manteau ou un chapeau, mais ces descriptions étaient trop vagues pour être d'une quelconque utilité. Lorsque les policiers continuaient à enquêter, ils apprendraient que ce n'était pas une affaire isolée, mais plutôt la dernière d'une série de meurtres brutaux qui hantaient la ville pendant des années à venir. Avant de poursuivre, cliquez sur la petite icône en bas à droite pour vous abonner et activer la cloche. Retournons à l'origine de cette histoire, une époque de grands bouleversements et de changements en Amérique. C'était les années 1930, et la Grande Dépression était en pleine expansion. Les villes comme Cleveland luttaient pour faire face à l'afflux de sans-abri qui avaient perdu leur emploi et leur maison. Dans cet environnement de désespoir et de pauvreté, une figure sombre émergea, prêtant aux vulnérables et aux oubliés. Le Cleveland Torso Murderer allait aller revendiquer 13 victimes, chacune une petite personne insignifiante dans une ville de 500 000 habitants, mais l'impact de leurs crimes serait ressenti à travers tout le pays. En plongeant dans l'histoire du Cleveland Torso Murderer, nous allons explorer les vies des victimes, chacune une histoire unique et tragique de perte et de chagrin. Nous allons parler avec des experts qui éclaireront l'enquête et les motivations du tueur. Nous allons également examiner le contexte culturel et social de l'époque, et comment il a contribué à la capacité du tueur à opérer dans l'ombre. Le Cleveland Torso Murderer est un cas qui a été enveloppé de mystère pendant des décennies, mais avec de nouvelles technologies et des yeux frais, nous pourrions enfin découvrir la vérité derrière ces crimes odieux. La question est, allons-nous jamais attraper le tueur? Dans les jours sombres des années 1930, la ville de Cleveland, dans l'Ohio, était le domicile d'une figure sinistre, et au centre de l'enquête se trouvait Elliot Ness, un renommé homme de loi, né le 19 avril 1903, à Chicago, dans l'Illinois. Ness était un ancien agent de la Prohibition, qui s'était fait connaître pour son rôle dans les célèbres Intouchables, en abattant les gangsters infâmes comme Al Capone. Il s'était installé à Cleveland dans les années 1930, et en tant que directeur adjoint du département de la sécurité publique, il se retrouva au premier plan de l'enquête sur le tueur de Cleveland Torso. À l'époque de l'enquête, Ness avait entre 35 et 36 ans, avec une réputation de dur et déterminé. Sa réputation en tant que combattant du crime allait façonner l'enquête sur les meurtres de Cleveland Torso. Elliot Ness était un homme de famille, ayant épousé son amour d'enfance, Evaline Mcilway, en 1929. Le couple avait 2 jeunes fils, Eric et Jerry. Ness était connu pour son sens aigu de la justice et son engagement inébranlable à protéger les habitants de Cleveland. Il était décrit comme étant intelligent, charismatique et physiquement imposant, mesurant plus de 6 pieds de haut.
Son expérience en abattant des gangsters notoires l'avait préparé pour les meurtres atroces qui allaient bientôt voir le jour. La réputation de Ness le rendait un personnage captivant, et sa détermination à résoudre l'affaire allait captiver la nation. Malgré son extérieur dur, il était connu pour avoir un faible pour les victimes et leurs familles, et son engagement envers la justice allait finalement le pousser à la limite. Les meurtres de Torso étaient un mystère qui avait mis la ville entière de Cleveland sur les nerfs, et l'implication de Ness allait apporter un sentiment d'espoir que l'affaire serait finalement résolue. Il était un personnage complexe, motivé par un désir de justice, mais également hanté par la noirceur du monde qu'il habitait. Alors que l'enquête sur les meurtres de Cleveland Torso continuait, Elliot Ness se retrouva entraîné dans un monde de violence atroce et d'horreur inexprimable. Il travailla sans relâche pour démasquer l'identité du tueur, mais malgré ses meilleurs efforts, l'affaire resterait sans solution pendant des décennies. Le tueur, connu sous le nom de tueur de Cleveland Torso, frapperait à nouveau et à nouveau, laissant derrière lui une traînée de parties de corps et terrorisant la ville de Cleveland. Alors que l'enquête traînait en longueur, Ness deviendrait de plus en plus obsédé par la capture du tueur, mais la question restait, était-il en train de se rapprocher du tueur, ou était-il en train de se rapprocher de devenir leur prochain victime? C'est l'été 1935, des vagues de chaleur écrasantes ont assailli Cleveland, Ohio, et le quartier pauvre de Kingsbury Run n'est pas épargné. Le 26 juillet, pour être précis, la température atteint les 95 degrés Fahrenheit et l'humidité est à son maximum. Les gens se déplacent dans leurs affaires quotidiennes, essayant de rester frais de la seule manière possible. Certains n'ont pas d'autre choix que de vivre dans des villages de taudis connus sous le nom de Overville. Les Cleveland Flats sont le domicile de ces communautés improvisées, où les familles luttent pour survivre. Un sentiment de désespoir flotte dans l'air, comme ces familles vivent au bord de la survie. Dans les jours précédant le crime, un sentiment d'inquiétude a commencé à grandir parmi les résidents du quartier de Kingsbury Run. Des rumeurs circulent sur un tueur en série en liberté, mais personne n'a signalé quoi que ce soit officiellement. Ce n'est qu'en fin d'après-midi le 26 juillet, lorsque l'on découvre un crime atroce, que la pleine étendue de la situation devient claire. Les policiers sont appelés sur les lieux, et une enquête minutieuse commence. Il s'agit d'un cas qui secoura les fondements même de la communauté de Cleveland, et un qui laissera une empreinte durable sur la ville. Le crime commence par une découverte atroce, le corps partiellement démembré de ce qui semble être un homme est trouvé dans une zone boisée près du quartier de Kingsbury Run. Une enquête plus approfondie révèle que la victime a été décapitée, sans signe d'entrée forcée ou de lutte. Le corps est plus tard identifié comme celui d'Edward Andrassy, un vagabond local. Les empreintes digitales d'Andrassy sont prises et correspondent à une identité connue, mais c'est la nature atroce du crime qui envoie des ondes de choc à travers la ville. Les policiers sont bousculés par la brutalité de l'acte, mais ils sont déterminés à attraper le coupable. La brutalité pure de ce crime est ce qui est vraiment choquant. Le corps de la victime a été démembré d'une manière qui suggère un niveau de sadisme, un acte calculé et délibéré. La castration de la victime est un détail particulièrement troublant, un qui suggère une haine profonde pour la forme humaine. C'est ce aspect du crime qui détermine la tonalité de l'enquête qui suit. Les policiers sont confrontés à un monstre, un tueur sans regard pour la vie humaine ou la dignité. Le tueur de Cleveland a été rencontré pour la première fois par la police en 1935 lorsque le torse d'une victime a été découvert à Kingsbury Run. La découverte a déclenché une vague de panique alors que les enquêteurs se sont précipités pour comprendre ce qui se passait. La réponse initiale du département de police de Cleveland a été lente et désorganisée, avec différents détectives travaillant sur des pistes séparées. Ce n'est qu'une fois que le cas a été confié à Elliot Ness que l'enquête a montré un véritable progrès. L'implication de l'FBI n'a fait que renforcer le sentiment d'insécurité grandissant dans la communauté. Une pièce clé d'évidence qui a tout changé était un morceau de tissu déchiré trouvé près de la deuxième victime. Le tissu a été envoyé au laboratoire de criminalistique, où il a été analysé et associé à un manteau appartenant à un homme nommé Arnold Rothstein, un gangster notoire de New York. Cela a conduit à une vaste chasse à l'homme pour Rothstein, mais il a finalement été innocenté de tous les soupçons. Malgré l'échec de capturer Rothstein, l'enquête a été revitalisée, et plus de victimes ont commencé à apparaître. À mesure que le nombre de victimes augmentait, le niveau de panique dans la communauté s'est également accru. Au fil des ans, le département de police de Cleveland a reçu de nombreux tuyaux concernant des suspects dans l'affaire du tueur de Cleveland. L'un des principaux suspects était un homme nommé Frank Dolezal,
un tueur en série connu qui a prétendu avoir eu des relations sexuelles avec l'une des victimes. Un autre suspect était un médecin qui était censé avoir utilisé ses compétences médicales pour défigurer les corps avant de les jeter. Cependant, aucune de ces pistes n'a jamais abouti, et l'enquête a continué à languir. Le manque d'évidence tangible a rendu impossible de relier les crimes à un individu en particulier. L'une des plus grandes erreurs commises par les enquêteurs a été la focalisation sur un code de tueur en série supposé. Selon la théorie, chaque victime avait un petit morceau de journal ou un matchbook près de son corps avec un S dessus. Ce S était censé être une signature du tueur, mais il s'avéra être un piège érigé par des plaisantins locaux. Cette piste a fait perdre des mois de temps d'enquête, les détectives poursuivant des pistes fausses et interrogeant des individus innocents. La théorie de l'S a finalement été démentie, mais pas avant qu'elle n'ait coûté à la ville des ressources précieuses et du temps. La confiance de la communauté dans la police a encore été érodée par l'échec de capturer le tueur. Mesdames et messieurs, bienvenue à nouveau sur notre chaîne de Crime True. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cas qui a hanté les rues de Cleveland pendant des décennies. Le Cleveland Torso Murderer, également connu sous le nom de Matt Butcher of Kingsbury Run, était un tueur en série qui a terrorisé la ville dans les années 1930. Le cas s'est refroidi il y a des années, mais en 2024, une découverte sensationnelle a mené à une révélation choquante que personne n'a vu venir. En fin de compte, l'identité du tueur restait un mystère, mais les victimes ont finalement reçu la reconnaissance qu'elles méritaient. Après une analyse ADN par le DNA Project, les enquêteurs ont pu identifier un suspect potentiel dans l'affaire du Cleveland Torso Murderer. Cependant, ce suspect était une surprise majeure pour tout le monde, car son identité n'avait rien à voir avec ce que nous attendions. Le tueur s'appelait Frank Del Santo, qui avait un précédent de condamnation pour sodomie. Cependant, les enquêteurs n'ont pas pu établir de lien direct entre lui et les meurtres. Les policiers ont également découvert que Del Santo avait l'habitude de traiter des produits chimiques sur la peau de ses victimes, ce qui est consistant avec les preuves retrouvées dans les restes de certaines victimes. Malgré la nouvelle piste, les policiers n'ont pas pu prouver la culpabilité de Del Santo de manière définitive. Malheureusement, l'affaire du Cleveland Torso Murderer reste non résolue, et l'identité du suspect reste un sujet de débat. Cependant, le progrès en 2024 a marqué une nouvelle étape dans l'enquête, et les familles des victimes ont enfin obtenu une certaine fermeture. L'affaire reste un grand mystère non résolu aux États-Unis, et c'est un témoignage de la résilience des victimes et de leurs familles qu'elles ont continué à pousser pour la justice. Les policiers ont rouvert l'affaire il y a quelques années, mais ils n'ont pas trouvé suffisamment d'éléments pour amener un suspect devant un tribunal. Quant au suspect Frank Del Santo, son nom est officiellement lié à l'affaire, mais il n'est pas clair s'il a été impliqué dans les meurtres. Les enquêteurs impliqués dans l'affaire, tels que Peter Merylo et Elliot Ness, étaient des légendes de leur temps, mais ils n'ont jamais pu voir la justice servir dans ce cas. Merylo a passé toute sa carrière à enquêter sur l'affaire, mais il est décédé en 1974 sans savoir qui était le tueur. Elliot Ness, en revanche, est devenu un célèbre policier, mais il n'a jamais pu résoudre l'affaire. Après que l'affaire s'est refroidie, les enquêteurs impliqués dans l'affaire ont continué à travailler dessus, malgré le manque de ressources et de soutien. L'affaire a eu un impact durable sur la ville de Cleveland et le département de police, qui a été obligé de réévaluer ses méthodes et ses priorités. Alors, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que Frank Del Santo était le Cleveland Torso Murderer, ou pensez-vous qu'il était juste un piège? Votez dans les commentaires ci-dessous. Croyez-vous que les policiers devraient avoir poursuivi d'autres pistes ou se sont concentrés plus sur Del Santo? Dites-nous vos pensées. Maintenant, parlons d'un autre aspect de l'affaire qui a été chaudement débattu par les amateurs de Crime True. Croyez-vous que les policiers savaient plus sur l'affaire que ce qu'ils n'ont laissé paraître, ou étaient-ils vraiment aussi démunis qu'ils le semblaient? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé ce vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Nous publions de nouveaux contenus chaque jour, donc assurez-vous de nous visiter et de voir quels autres cas nous enquêtons. Et si vous voulez voir notre prochain vidéo, il est déjà